Bonjour à tous, on est toujours en direct du Salon des entrepreneurs de Paris avec une invitée de marque. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus parce que ça va être trop facile. Pauline Léniaud, est-ce que je peux te demander de pitcher en dessin ce que tu fais et on va tous essayer de deviner dans le public également ce que tu fais. Je remercie Widobiz d'avoir créé ce concept. Vraiment, ça me fait très très plaisir d'être là. Je sens une pointe de sarcasme. Absolument pas. Alors, je vais dessiner, mais je n'ai pas le droit de parler. Un chat. Tout à fait. Pardon, elle mais sait je vois ce que des... c'est. Non, mais non. Par exemple. Et Non, on va dans le faire public. aussi un très beau dessin. Donc, c'est là qu'on voit que... Une bague. Une Oui, Voilà. on s'approche. une bague en chat. Des bijoux, Des pour, bijoux pour animaux. On bien nous dit sûr. avec une grande ferveur dans le Je ne sais public. pas si on comprend là, mais c'est un... Un ordinateur. Exactement. Voilà, ça se fait en ligne. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire Je pense d'autre que c'est C'est quand bien, Je même vais faire un clair. monsieur moustachu aussi parce que c'est un artisan et qu'on en est fier. Voilà. Il est très Pauline, content. vous avez fait un très beau dessin. Je vous propose de venir vous asseoir avec nous et de nous expliquer un peu de quoi il s'agit pour ceux toutefois qui ne connaissent pas votre marque. Votre marque Alors, qui s'appelle donc... je vais essayer de résumer avec mes mots cette fois. Donc, en fait, Gemio est une marque de joaillerie initialement digitale. Et en fait, on est une marque qui crée des bijoux sur mesure, 100% fabriqués en France, avec pour objectif de démocratiser la haute joaillerie, de la rendre plus accessible aux Français, notamment en la vendant online. Donc, voilà. Et pourquoi ce chat rose? Tout simplement parce que c'est notre égérie et que beaucoup d'entre vous ont certainement vu notre petit chat rose dans le métro. C'est effectivement, moi, c'est mon cas, je sais pas Qui est pourquoi. un pied de nez à la Tu panthère dis- de quartier, by the way. Initialement digital, c'est que vous avez ouvert des boutiques maintenant. Exactement, on a 3 boutiques maintenant. On en a une à Paris dans le 6e, une autre au Printemps Haussmann et une à Lyon. Et donc on cherche à en ouvrir davantage. Ça reste quand même très digital parce que même en boutique, les personnes passent commande sur le site mais peuvent désormais essayer les bijoux, s'assurer quand même que ça leur convient et ensuite passer commande, ce qui était quand même un frein important. On voit beaucoup de boutiques qui se créent en ligne et qui finalement passent par la case physique. C'est une obligation aujourd'hui quand on... C'est pas une obligation, j'en parlais avec Paul Morlet de Lunettes pour tous tout à l'heure, il me disait que je crois qu'ils ont même pas de site internet ou très peu, donc c'est pas une obligation. Nous en fait c'est tout simplement venu d'un besoin client, mais on a attendu très longtemps avant de le faire, on a attendu quasiment 4 ans. En fait on avait en permanence des personnes qui nous disaient on a besoin d'essayer vos bijoux, c'est quand même des paniers moyens qui sont élevés, on a vraiment envie en fait d'avoir cette expérience en boutique et on refusait de le faire parce qu'en fait notre vision d'entrepreneur c'était de se dire on va être capable de vendre du luxe sur internet, on veut prouver qu'on est capable de faire ça et donc on refusait d'écouter nos clients et finalement on a cédé et on a bien fait parce que ça a été une explosion en termes de vente et donc maintenant on continue à le faire mais à notre manière, donc en liant vraiment le physique et le digital et comme je vous disais les gens continuent à passer commande évidemment sur le site. Alors, pardon. Je t'en prie, vas-y. Non mais Gemio, c'est une entreprise qui a énormément de succès et le succès c'est quelque chose qui vous obsède, je crois, Pauline, parce que vous avez un podcast Tout à fait. dans lequel J'en vous ai même décryptez deux Un podcasts. sur l'amour aussi, qui concerne plus Gemio. C'est une autre Vaste obsession. sujet. Dans lesquels vous décryptez les clés du succès. C'est un peu le sujet de notre débat maintenant. Comment se fait-il que ça vous intéresse autant Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans le succès? En fait, le succès, je pense que le mot, en fait, c'est un mot que j'aime pas tellement parce que qu'est-ce que ça veut dire le succès? Est-ce que c'est un succès financier uniquement? Est-ce que c'est un succès médiatique? J'en sais rien. En fait, je pense qu'évidemment, le succès, c'est de atteindre ses objectifs et ensuite savoir l'apprécier. Pour moi, c'est vraiment ça la définition. Et du coup, je pense que ce qui me motive, moi, en fait, dans cette quête du succès, c'est tout simplement en fait d'essayer de toujours me pousser plus loin, toujours essayer d'avoir de nouveaux objectifs, de les atteindre et surtout en fait de savoir les apprécier. Parce que je vois beaucoup trop de personnes autour de moi justement qui ne savent pas apprécier le moment où ils vivent un succès et qui passent déjà à autre chose. Donc, je pense que c'est un moment qui est vraiment important et c'est pour ça que j'essaye de décortiquer un petit peu ça avec mes invités. Ouais, j'avais une question de haut vol, c'est pourquoi ce petit chat rose qu'on a vu partout? Moi, ça m'a vraiment marqué. Mais alors, comment vous avez choisi cette égérie? Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. La raison intellectuelle, c'est qu'on a voulu faire un pied de nez à la panthère de quartier qui est l'égérie du secteur de la joaillerie. Et en fait, on s'est dit, je me rappelle très bien, je regardais cette pub que vous avez peut-être vue d'une panthère de quartier qui a coûté, je crois, 3 millions d'euros à faire, où on la voit comme ça se balader sur les toits de Paris. Je me disais, c'est magnifique, mais quand on y pense, c'est un petit peu ridicule. Et en réfléchissant, je me rendais compte que le bestiaire animalier, c'était quelque chose de très présent dans la joaillerie. Je me suis dit, mais au fond, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas aussi notre propre animal? Et donc, c'est pour ça qu'on s'est amusé à avoir ce petit chat qui est ce pied de nez à la panthère de quartier. Et la réalité, c'est qu'aussi, on voulait montrer qu'on était une marque bienveillante. Et donc, avoir cet animal tout rose, tout mignon, tout trognon, bah, en fait, c'était juste un moyen de montrer en fait, cet ADN de marque. Merci Pauline. Merci Alors on va bousculer un peu l'ordre de cette émission. Hélène va Je me fais laisser éjecter. sa place. Je suis assez fière de mes je vous dessins, laisse quand ma Je même. vous place propose que j'ai bien de me chauffée. rejoindre sur le canapé. On va accueillir sur ce plateau 3 autres entrepreneurs.
pour parler du succès, justement, de l'échec, je vous propose, alors Sylvain qui est là, qui doit partir vite. Sylvain, voilà, d'abord tu vas passer par la case tableau. Voilà, je te propose de prendre une craie, de dessiner ton activité avec Pauline et le public. On va essayer de deviner ce que fait Sylvain. Alors, un CV. Alors, c'est... Un contrat. Un contrat. Ok. Un contrat. Un smartphone. C'est une application pour rédiger des contrats intelligents. Non. Il dessine très mal quand même. J'entends pour suivre les contrats un C'est sûr, t'as téléphone. entendu. De recouvrement. Non. On Ok. gagne plus Alors, d'argent. Sylvain, je te propose de prendre un micro et de nous expliquer peut-être de quoi il s'agit. Tilki en fait est une solution qui va aider les commerciaux à rappeler leurs prospects au bon moment avec les bons arguments en détectant vraiment l'intérêt du prospect pour l'aider à vendre plus et mieux, tout simplement. D'accord. Ok, merci Sylvain, ça a l'air assez complexe, on va revenir sur cette histoire. On va proposer à Noélie, notre deuxième invitée, de venir pareil. elle aussi pitcher. Alors tu peux effacer le beau dessin de Sylvain, je suis désolée, hein. Malheureusement vos dessins ne feront pas date dans l'histoire de We Do Biz. Alors Noélie, que fais-tu? N'hésitez pas si vous voulez jouer dans le public, il y a un micro. Alors, il y a un cadeau. a Un priori. laptop. Une main sur la souris. Des Un cœurs, site de rencontre. de Un l'amour, site de rencontre, ouais. Non. Ah, des fleurs. Des effectivement. fleurs. des fleurs, De la livraison de fleurs. ouais, en ligne, des De la bouquets en livraison de ligne, fleurs en ligne par à vélo. Trop bien. J'entends envoyer des fleurs à sa mère dans le public. Envoyer des fleurs à sa mère, ou Ou à avec une ou à- voiture. D'accord. Donc de la livraison de fleurs, Très rapide. Depuis le téléphone ou depuis On un m'a ordi. dit livraison de fleurs à de domicile. la livraison de fleurs, 1 heure à vélo dans toute la France. C'est un pitch. Noélie a un peu bien. triché, elle a parlé. Merci Noélie. Asseyez-vous, je vous en prie. Il me manque un micro, on va dire que vous allez le partager. Tenez Noélie. Donc Noélie, vous êtes la fondatrice de Pampa, c'est ça? Co-fondatrice, ouais. Co-fondatrice avec Emmanuel Magnan, c'est Ouais, bien ça? exactement. Et donc Pampa, quelle est la particularité de cette boîte? Alors, comme beaucoup de gens de notre génération, on va disrupter, nous, la vente en ligne de bouquets de fleurs. C'est-à-dire que quand on est sorti, en face de nous, on avait les géants qu'on connaît tous, Interflora, Aquarelle, etc., avec des bouquets très standards, très classiques, qui fonctionnent très bien. Et on s'est dit qu'on allait vraiment s'adresser aux 25-40, qui ne sont pas du tout adressés sur le marché de la fleur, avec un bouquet qui est très déstructuré, très sauvage, qui change toutes les semaines. Et ça, c'était un nouveau business model qu'on mettait en place. On n'est plus sur un catalogue où on va scroller pendant des heures pour choisir le bouquet qu'on enverra. Et petit à petit, ça fait 2 ans et demi qu'on existe. Ça devient aussi une boutique. On vend beaucoup de fleurs séchées, on vend des cloches, on vend des objets, on fait nos propres vases. Et un peu, il y a tout cet univers de la fleur. On a créé une marque, Pampa, qui est reconnue visuellement. Les gens reconnaissent des bouquets Pampa chez nos clients. Donc c'est assez drôle. Merci beaucoup Noélie pour ce dessin. On accueille notre dernier invité, Cédric, qui va prendre le micro, qui est là dans les mains de... Voilà, super Cédric, merci. Merci. Tu peux effacer le beau dessin de Noélie, Allons, décidément. effaçons. Du coup, je suis un piètre dessinateur. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde dit ça. Et puis au final, je trouve que vos dessins sont quand même tous assez géniaux. Du coup, alors, mon business, c'est un peu une analogie. D'accord. Du coup, ça, c'est Alors je rappelle qu'il normalement vous Ah n'avez oui. pas le droit de parler. Moi je veux bien. juste mais... dit analogie. N'hésitez pas si vous avez envie de jouer. Alors Sylvain, vous êtes le seul à avoir... Sylvain, Noélie, Pauline, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Une femme, ouais. Voilà. De la vente de vêtements. Ah, des couleurs. ça. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes le premier Cédric à utiliser les craies de couleur. Vendre des femmes.
On peut lire hommage chéri. Ah, Du relooking, on dit dans le public, parce que je sens qu'il y a ça ressemble à Christina Cordula. C'est ça? Cédric, vous trichez, vous écrivez, Cédric, bon, ça va alors pas là, du tout. Alors là, je n'écris plus. Ouais. Voilà. Et après, Du coiffeur à domicile. Oui, c'est du personal shopper, un site de relooking. Moi, Cédric, je vous propose de venir vous asseoir et de nous Voilà. expliquer ce qu'il en est. Je sens que ça vous C'est un démange artiste. de nous dire Je pense de qu'on quoi a un il artiste s'agit. en face de nous. je pense que ça vaut le coup de faire le dessin. Asseyez-vous, je Alors. vous en prie. Ah bah, au milieu. Voilà. Alors dites-nous, de quoi s'agit-il? Du coup, en fait, ça s'appelle Chouchou de ta com. On est parti en fait du principe que finalement, l'idée en fait, c'est que j'ai travaillé 1 an et demi dans un bar d'hôtel et il y avait un mot qui revenait souvent, chouchouter, prendre soin du client. Et je suis allé regarder en fait ce qu'ils faisaient en fait sur comment ils communiquaient. Ils sont tous allés sur les réseaux sociaux, mais finalement leur ADN ne transparaissait pas. Du coup, j'ai décidé en fait d'aller un peu plus loin et de faire du relooking en fait de communication pour l'hôtel, pour toute l'industrie de l'hôtel, tout ce qui va être hôtel, lifestyle, beauté et restauration. D'accord. Voilà. Donc là, on l'a bien vu, hein, vous êtes tous les 4 sur ce plateau, vous avez tous les 4 des business très différents. Pour autant, il y a quelque chose qui vous lie tous, qui lie tous les entrepreneurs qui se baladent ici dans les allées du Palais des Congrès. C'est cette notion d'échec et de succès dont on parle beaucoup, des mots qui sont parfois un peu galvaudés. Pourtant, l'échec, c'est quand même quelque chose que vous avez connu ou que vous pourrez connaître. Et là, je me tourne vers vous, Sylvain. Vous avez un parcours assez particulier. Vous avez connu l'échec, vous en avez même fait un bouquin, je crois. Qu'est-ce que c'est l'échec dans la vie d'un entrepreneur? Bon, il y en a plusieurs types. Le pire, le plus insidieux, c'est de travailler 80 heures par semaine, plus voir ses proches, plus voir ses potes, ne pas se payer et ne plus avoir de vie. Moi, j'ai connu un échec un peu plus violent, mais finalement qui arrêtait l'aventure. Tribunal, procès, dette, cotation 0,40 Banque de France. Mais après l'aventure géniale, donc oui, l'échec, mon projet s'est foiré, je me suis arrêté, j'ai dû arrêter, et c'était confié à l'État, donc c'est un commissaire-priseur, un liquidateur qui s'occupe de votre boîte derrière. C'est un peu bizarre, il faut se relever, mais ça m'a presque permis, le fait qu'il soit brutal cet échec, de prendre le recul de pourquoi je m'étais planté, de relancer autre chose en ne faisant plus les mêmes erreurs, en en faisant plein d'autres, et plus les mêmes. D'où ce bouquin où j'ai répertorié toutes les grandes conneries que j'ai pu faire, en disant de toute façon, si vous les faites, vous arriverez aux même finalité que moi. Et je vous la souhaite pas, vous en ferez d'autres, mais au moins évitez de faire celle-là. Les recettes du succès, je les ai pas. Et en plus, le succès est très personnel, on peut voir plein de choses comme toi tu l'as pu le présenter. Par contre, l'échec, quand on se retrouve au tribunal où on n'a plus de vie, ça on partage le truc et les erreurs pour y arriver sont souvent les mêmes. Et vous distinguez bien le fait de plus avoir de vie et de se retrouver au tribunal. Ça veut dire que l'échec revêt plusieurs visages. Le fait de s'isoler comme ça, c'est aussi un échec quand on entreprend? On est toujours très seul, hein, et face au tribunal, on est aussi très très seul. Entrepreneur, c'est sexy, entrepreneur. Hein. C'est cool en plus quand on est jeune. Du jour au lendemain, vous n'avez plus d'appels, vous êtes tout seul, on vous propose plus de job, il n'y a plus d'interviews, il n'y a plus de missions, et vos anciens salariés, même s'ils vous en veulent pas, ils retournent vivre leur vie. Et d'un truc où vous êtes ultra entouré, presque trop parfois, vous vous retrouvez ultra seul. Et les deux situations sont pas toujours évidentes, et surtout à comprendre des gens autour de vous, même vos proches ont du mal à l'entendre. Les rumeurs qui tournent derrière un entrepreneur qui a échoué, c'est un voleur, et même le liquidateur m'a accueilli comme ça, en me disant si je vous pose une question, je veux une réponse dans les 24 heures, sinon je vous mets en interdiction de gérer. Vous arrivez tout penaud avec vos 6 cartons de compta où vous avez toujours été nickel, on vous dit non, on peut t'empêcher de travailler demain, quoi. Et vos proches, c'est un peu pareil, donc c'est pas facile de trouver des gens qui sont là pour vous soutenir à ce moment-là. Il y a quelques assos d'ailleurs, 100 000 rebonds, 20 000 rebonds, qui sont géniaux. Enfin, il y a quelques associations d'accompagnement d'entrepreneurs en situation d'échec. Et on en parle trop peu. Oui, j'allais dire, on n'est pas seul face à un échec quand on a entrepris. Vous êtes accompagné. Je me tourne aussi vers Cédric. Vous avez aussi connu l'échec dans votre parcours. C'est quelque chose qui mérite d'être mentionné, non? On n'est pas accompagné en fait. On n'est pas accompagné. Déjà, je pense qu'en fait, on n'en a pas conscience. C'est possible qu'on le soit, mais on n'en a pas conscience. Et surtout, tout d'un coup, quand on sent que finalement, on n'a pas d'autre choix que d'avancer, on est sous l'eau. Du coup, on ne pense même pas en fait à essayer de voir est-ce qu'on peut trouver des gens qui vont nous aider. On essaie d'avancer. Du coup, on essaie de chercher de l'air.
Et pour rebondir un petit peu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se coupe, même nous, sans le faire exprès, de tout le monde. On ne touche plus au téléphone, on répond plus, on est dans une sorte de bulle inatteignable par les autres, et nous, on est enfermés dedans. Et pourtant, il existe plein de solutions si on l'anticipe et si on accepte son échec, ou sa situation d'échec. Mais le problème, c'est le fait de l'accepter, c'est qu'on est déjà en échec quasiment. J'adorerais faire un bouquin là-dessus, mais je sais qu'il ne serait pas acheté. Parce qu'en fait, on n'en a pas conscience tant qu'il n'y a pas le juge qui dit c'est fini. On ne veut pas se l'avouer et on ne peut pas voir ce qui Il y a un existe. déni de l'échec, vraiment, vous pensez? Ouais, clairement, ouais. Et pourtant, tant qu'on l'anticipe, tant qu'on sait que dans 6 mois, ça va être galère en trésor, il y a plein de solutions qui existent. C'est amusant ce que vous dites parce que sur ce plateau, on a Pauline et Noélie. Toutes deux, vous avez des business qui fonctionnent plutôt bien. Vous avez jusqu'à maintenant, je crois, été préservés de l'échec. Pourtant, vous le craignez, non? C'est ce que vous me disiez. Noélie, vous n'avez pas de micro, peut-être si... Oui, parce que bon, l'échec, c'est un gros mot, parce que ça pointe toujours, c'est un spectre qui est toujours un peu derrière tout ce qu'on construit, nous, au quotidien. Mais de toute façon, on en vit en permanence des échecs. Ça commence avec les recrutements. On a tous fait les mêmes erreurs. Quand on en parle avec les autres entrepreneurs, c'est les premiers échecs qui peuvent être parfois aussi déjà lourds de conséquences et moralement nous enfermer dans des problèmes, dans des focus et nous faire dévier sur les focus. On a ça. Puis moi-même, autour de moi, j'ai une personne très proche, il n'y a pas longtemps, là, qui a vécu son échec de boîte. Elle est en effet extrêmement seule. Et moi, du coup, je me suis regardée aussi avec ma boîte. Je me suis dit, comment c'est arrivé pour elle et comment moi, je pourrais l'éviter, parce qu'on a des cautions personnelles. Moi, et vous l'anticipez, justement, cet échec? Comment on fait pour l'anticiper? Vous parliez d'anticipation. Pauline, vous l'anticipez, l'échec? Alors, comme le disait très bien Noélie, on vit tous des échecs un peu permanents, et je pense que penser que même une entreprise qui a du succès en fait ne vit pas plein de petits micros échecs, évidemment c'est complètement faux. Je pense que déjà une première chose à faire pour ne pas trop mal le vivre, même si évidemment on n'a pas encore vécu la situation du tribunal de commerce, et j'espère que ça n'arrivera jamais, mais c'est de se dire que l'échec en fait n'est pas forcément un échec personnel, mais c'est l'échec d'un projet. Il faut vraiment réussir à se dédouaner moralement, parce qu'en fait c'est vraiment ça qui est dur et qui fait que parfois on sombre un peu dans ce côté, on s'enferme soi-même, etc. C'est dur à dire, mais il faut vraiment se séparer de son business. Exactement. C'est pas parce que tu as foiré quelque chose que c'est toi en fait qui a un échec. C'est ce que tu as fait qui est un échec. C'est ton action. Donc ça, c'est une première chose. Et nous, en fait, effectivement, pour répondre à la question de l'anticipation, en fait, très honnêtement, je pense que le métier d'entrepreneur, c'est aussi vraiment de savoir identifier les signaux faibles et en fait de renifler en permanence là où potentiellement, dans 1 an, dans 2 ans, il va y avoir un problème. Et moi, je me rappelle très bien, avec Gemio, quand on a lancé la boîte, on avait un panier moyen qui était autour de 300-400 euros. On pensait pas que c'était possible de vendre des bijoux plus chers que ça. Et en fait, nos investisseurs nous poussaient à ça. Et on leur a dit, on sent que c'est pas ça notre marché. On sent que c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse. Et je peux pas te dire pourquoi, mais c'était vraiment quelque chose de sensoriel. Et je pense que si on l'avait pas fait, c'est du feeling. C'est ça le côté un peu gut feeling de l'entrepreneur. Et en fait, je pense qu'on a très bien fait parce que toutes les boîtes autour de nous qui étaient sur ces paniers moyens-là ont échoué. Et donc, je pense qu'on a bien fait de faire ce pari, mais qui était basé sur honnêtement du flair beaucoup plus qu'autre chose. Donc, je pense qu'il faut savoir écouter son instinct aussi. Il y a l'intuition, ouais. L'intuition. On est drivé par l'intuition au quotidien, ouais, mais elle n'est pas toujours bonne. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que Pauline dit. Moi, j'ai entrepris souvent seul. La fameuse notion du on. Aujourd'hui, avec Chouchoute.com, je le conçois. Enfin, je l'ai complètement intégré. Parce qu'aujourd'hui, il y a 4 personnes, plus moi, on est 5 dedans. Du coup, ça fait 5 fois en fait, plus de manières de réfléchir. Quand on est seul, même si en fait, on sait qu'on peut en fait, intégrer d'autres personnes, à un moment, on est dans cette boucle. Et de toutes les manières, moi, ce qui s'est passé sur mon ancienne aventure, c'est que finalement, j'ai dû effectivement avoir une deuxième personne pour être mon numéro 2, mais c'est trop tard. Donc, tout arrive trop tard. Donc, finalement, à un moment, il y a effectivement d'accepter qu'on est en échec. Et c'est assez frustrant parce qu'en fait, on a tout le monde qui nous regarde, genre, mais comment tu as fait pour en arriver là? Et c'est affreux ce regard parce qu'il faut accepter que oui, c'est un échec. Et hier, je disais à une amie que le mot échec, même je ne l'aime pas ce mot, mais il n'y en a pas d'autre pour expliquer. Mais finalement, c'était une force pour rebondir, mais je n'aime pas ce mot échec parce qu'en France, je trouve qu'il a une ampleur assez lourde sur des gens qui voudraient après recréer. Sur une activité innovante, il ne faut pas oublier qu'on a quand même 9 chances sur 10 de se planter. Bravo à toi d'avoir fait ce pivot et ce rebond magnifique pour t'en sortir. Mais comme tu dis, toutes les autres se sont foirées. Mais pour une question d'intuition, de ne pas aller à l'endroit où vous voulez aller, il y a une partie de chance, d'opportunité qui va rentrer. Et c'est sur une boîte innovante presque normal de se planter. D'ailleurs, vous avez écrit un bouquin sur ce sujet. En fait, c'est pas les erreurs à ne pas commettre, mais c'est presque les erreurs à commettre.
Ouais, mais comme tu disais, j'ai réussi à m'en sortir quand j'ai réussi à décorréler l'échec de ma boîte de mon échec perso. Mais quand on est dedans, c'est super dur parce qu'on vraiment on nous le rabâche un peu tous les jours et ça colle à la peau. Voilà, on part sur un truc très complexe. On ne sait pas comment réussir et il n'y a pas un modèle qu'on peut reproduire. Il n'y a pas de recette miracle. Heureusement, enfin, c'est ça qui est cool au quotidien. Sylvain, je crois qu'on va vous laisser partir parce qu'il me semble que vous êtes très pressé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous autres, je vous garde encore une petite minute. Pauline, je sais que vous êtes pressé aussi. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà, du coup, Cédric, vous avez un micro. Pauline, peut-être nous expliquer un peu, vous sortez d'une plénière qui était sur... C'était quoi? C'était les 10 erreurs à ne pas commettre? Non, pas du tout. C'était sur les nouvelles tendances plutôt. Ah, donc d'accord. pas Voilà, tellement sur les erreurs. n'importe Mais quoi. Voilà. Bon, alors peut-être si vous aviez... combien de temps à Gemio? Gemio a quasiment 8 ans maintenant, 7 ans. Ouais. 8 ans, beaucoup de podcasts avec des entrepreneurs. Peut-être vous, quelles seraient selon vous les erreurs à ne pas commettre? Je crois que tout le monde se pose la question en tant que... Enfin, tout le monde non, mais les futurs entrepreneurs qui défilent sur ce salon se posent sûrement la question quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre. Il y en a à tous les stades de l'entreprise et on parlait de recrutement, il y a évidemment plein d'erreurs de recrutement. C'est presque à la limite, c'est un sujet de base qui est, je pense que c'est la réponse que me donnent tous mes invités sur mon podcast Le Gratin, c'est le recrutement difficile. Mais au-delà de ça, on parlait par exemple à la plénière de quand on se lance au début de l'association, je pense que c'est un sujet qui stresse beaucoup de gens et moi mon conseil justement c'est de pas forcément aller trop vite dans l'association, en tout cas de pas la formaliser trop vite, parce que je pense qu'il faut s'associer. Moi, j'aurais jamais été capable de faire quoi que ce soit toute seule. Mais en revanche, il faut quand même se dire qu'on se marie avec ces personnes-là. Et donc, il faut être sûr à 100% qu'on peut collaborer vraiment correctement. Et donc, souvent, les gens que je vois autour de moi me disent « Ah ben voilà, je vais faire un pacte d'actionnaires, ça fait 2 semaines qu'on travaille ensemble, ça se passe bien. » Non, il faut attendre au moins 3-4 mois minimum, vraiment avoir des coups durs ensemble avant de commencer à se lancer. C'est comme une histoire de couple, quoi. Exactement. Il faut on les se marie pas avec quelqu'un qu'on a rencontré au bout de 2 jours, quoi. C'est pas possible. C'est la même chose. Donc voilà, ça c'est ce genre de choses. Et je pense que globalement, en fait, se forcer à avoir énormément de bon sens, ça paraît basique, mais aller voir ses clients en permanence, confronter son idée à son marché, savoir en fait accepter la critique aussi, notamment même quand on a une vision d'entrepreneur, la critique des clients, des investisseurs, de ses associés, c'est quelque chose qui est dur quand on est entrepreneur parce qu'on a envie d'y croire, mais je pense qu'il faut se forcer à le faire. Pas toujours dire oui à la critique parce que parfois il faut savoir croire à sa vision aussi, mais je pense que cet arbitrage en fait entre savoir se faire confiance et savoir accepter aussi quand on a tort, c'est quelque chose qu'on apprend en permanence. Je sais pas encore parfaitement le faire, mais j'essaie d'apprendre ça au quotidien. Noélie, rebondir peut-être sur l'association, parce que vous-même, vous avez monté Pampa avec Emmanuel Magnan. Oui. C'était une évidence. Comment vous vous êtes choisies toutes les deux? On s'était rencontrés en 2012 parce qu'on avait travaillé dans la même entreprise sans trop se côtoyer parce que on faisait des heures pas possibles et on n'avait pas trop le temps de devenir copines à cette année-là. Mais après, quand on s'est retrouvés, justement, en quelques phrases, on s'est dit mais pourquoi t'es pas entrepreneur? Mais si, moi je voudrais faire de la fleur en ligne. Nos copains qui étaient à côté de nous ont dit ah mais Noélie venait nous en parler, donc travailler ensemble. Et c'est là qu'on a pris bien 1 an à se faire des rendez-vous, à voir comment. On n'avait jamais pris de café ensemble avant. Et exactement, on s'est apprivoisé. Et puis, professionnellement, vous vous êtes apprivoisé professionnellement aussi. Ouais. Et très tôt aussi, on a mis quelques règles. C'est-à-dire que vu que chacune, on est très complémentaires, chacune a un rôle dans la boîte. Il y en a une qui est plus sur la partie atelier, création, approvisionnement, produit. Et l'autre plus sur la partie business, commerciale, etc. C'est-à-dire que même si on a des discussions en permanence, il y en a une seule qui tranchera, c'est celle qui a voix au chapitre à la base et qui a le nez dedans tout le reste de la semaine. Et on respecte ça, c'est-à-dire on n'a pas besoin de voter, etc. C'est à chaque fois, je te donne mon avis, mais c'est toi qui décides parce que ça, c'est ta partie. C'est ta partie, c'est toi qui sauras. Et ça marche plutôt très très bien. Mais on se fait aussi accompagner par une coach RH et en management parce que justement quand on est entrepreneur on doit devenir manager, financier. Alors ça a l'air d'être vraiment un point crispant, ça fait 2 fois que ça revient dans ce débat, le recrutement. Pourquoi c'est si compliqué de recruter aujourd'hui? Pour plein de raisons, parce que déjà en fait l'erreur de base je pense de beaucoup de personnes qui recrutent c'est de ne pas vraiment savoir quel est leur besoin et donc de recruter la mauvaise personne parce qu'en fait tout simplement ils savent pas exactement quel est leur besoin. Par ailleurs les besoins évoluent, quand on crée sa boîte on est seul ou avec son associé, on peut recruter quelqu'un à ce moment-là et en fait est-ce qu'un an plus tard quand on est 10 salariés ou 5 salariés ça va être la même chose? Pas forcément. Donc je pense qu'en fait il y a beaucoup d'erreurs en fait qu'on peut commettre. Du coup moi le conseil que je peux donner c'est vraiment en fait de recruter des personnes moins pour leurs compétences sincèrement
rien que pour leur état d'esprit. Ça paraît basique à dire, mais je pense qu'il faut vraiment se dire que ces personnes-là, en fait, vous avez envie de travailler avec eux au quotidien, vous avez vraiment envie de passer votre temps avec eux, vous avez envie d'en faire des amis, quasiment d'aller prendre des verres avec eux. C'est important parce qu'en fait, c'est ça qui va créer cet état d'esprit de cohésion, de culture d'entreprise, qui va faire que cette personne va aussi pouvoir évoluer dans son poste et peut-être un jour devenir manager, alors qu'à la base, vous l'avez recruté comme stagiaire. Nous, par exemple, notre directeur technique, c'était le premier stagiaire de Gemio. Aujourd'hui, il a 25 ans, il est directeur technique, il gère la boîte, quoi. Noélie, vous tirez et Cédric, tous les deux, avec votre boîte, vous tirez le même, Je tire les mêmes conclusions. les mêmes conclusions. Parce qu'en fait, sur l'ancienne boîte, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu besoin de recruter. Donc j'ai recruté en fait, une fille qui je pensais qui était très douée, mais qui ne pouvait pas finalement être mon numéro 2 comme je le pensais. Et du coup, comme j'étais pris par le temps, j'ai pas pu aller faire d'autres recrutements, aller pousser la réflexion. Du coup, finalement, ça a fait que ça a contribué aussi en fait à l'échec. Sur la nouvelle, j'ai pris du temps. C'est toute cette notion aussi, cette fois aussi, on nous dit souvent il faut aller vite. Il faut aller vite parce que... Et là, en fait, j'ai accepté aussi de dire je vais prendre le temps. Il faut accepter de perdre du temps pour en gagner derrière. Parce qu'en fait, on va en regagner. Donc, prendre le temps de rencontrer les gens, de prendre un café, de parler avec elles, d'expliquer le projet, de voir si elle revient vers nous. Donc, finalement, la notion de recrutement, elle est toujours là. Parce que je pense qu'on peut être une seule personne en fait, à la tête de la réflexion, mais on a besoin d'autres personnes pour nous aider à cogiter. Du coup, il faut prendre le temps d'apprendre à les connaître et qu'eux aussi apprennent à nous connaître. Et comme ça, en fait, ça permet de faire une synergie commune. Du coup, le recrutement, je confirme que ça, c'était une des bonnes leçons. On dit le learning from experience. Ça a été une très bonne leçon, celle-ci. Noélie, vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui, totalement, parce que bon, on parle de trésorerie pour l'échec, mais justement, quand on est des entreprises en pleine croissance, pouvoir aussi accueillir des nouvelles personnes dans une équipe qui est là depuis le début, qui se bat avec nous depuis les débuts, on est une sorte de famille, et transformer ça avec des nouveaux arrivants ou faire passer des anciens en manager aussi, c'est ce qu'on fait chez nous. Voilà, c'est un exercice qui est assez compliqué, parce que si l'équipe n'est plus dans le projet ou se sent complètement délaissée, ça fait partie d'un des ingrédients pour aller vers l'échec, parce que si on n'a plus l'adhésion de la propre équipe, ça ne fonctionnera plus. Donc oui, on est très très attentif à ça. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais vous libérer. Je sais que vous avez tous des emplois du temps très chargés. Merci de vous être arrêtés sur l'appart by We Do Biz. Vous, restez avec nous. On revient très vite. Quant à vous, je vous souhaite un très bon salon des entrepreneurs et au plaisir de vous recroiser l'année prochaine.